Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il est 22h17. Le vent s'infiltre entre les immeubles du centre de Portland, Oregon, portant avec lui une fine odeur de pluie, d'asphalte mouillé et de feuilles pourries. La ville dort, ou du moins fait semblant. Au loin, une sirène retentit, puis s'estompe, avalée par le silence nerveux des rues désertes. Les lampadaires vacillent, fatigués, projetant une lumière pâle et intermittente sur les trottoirs luisants. Les flaques d'eau, héritage d'une averse récente, reflètent un ciel chargé de nuages bas, opaques comme des souvenirs qu'on tente d'oublier. Emily Carter avance d'un pas mesuré. 29 ans. Un visage aux traits fermés, ciselé par l'expérience plutôt que par l'âge. De longs cils noirs cachent des yeux gris acier, d'ordinaire calmes, mais ce soir légèrement tendus. Elle serre contre elle un sac à bandoulière en toile militaire. Sa veste élimée, à peine assez chaude, laisse deviner une carrure athlétique sous une apparente fragilité. Un bonnet de laine bleue nuit couvre ses cheveux châtains noués à la va-vite. Chaque pas sur les pavés est un écho. Elle jette un coup d'œil rapide derrière elle, discret, entraîné, presque mécanique. Pas de paranoïa. Juste un réflexe. Elle n'a pas oublié comment repérer une menace, même si cela fait bientôt 2 ans qu'elle n'est plus sur le terrain. Depuis son retour à la vie civile, Emily fait tout pour se fondre dans la masse. Elle travaille dans un petit café de quartier, le Maple Brew, où elle prend les commandes avec un sourire discret. Elle répond peu aux questions, évite les discussions prolongées, et surtout, elle ne parle jamais de son passé. À ses collègues, elle est Emily, la fille sympa un peu fermée, qui bosse bien mais disparaît dès la fin de son service. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette même Emily a un jour été appelée Hawkeye par ses compagnons d'escouade, pour sa capacité à atteindre une cible à plus de 1000 mètres sans trembler. Elle a servi dans les unités spéciales pendant 6 longues années. Afghanistan, Mossoul, Kandahar. Des noms qui ne quittent jamais sa mémoire, même dans le silence de son studio, où chaque nuit, les mêmes visages reviennent. Ce soir encore, le poids de ces visages la suit comme une ombre. Il y avait Manny, l'éclaireur rieur qui racontait toujours des blagues pendant les briefings. Sarah, la médecin qui cousait les plaies en fredonnant des airs country. Et puis Josh, son frère d'armes, son binôme tué par un tir ennemi lors d'une mission qui, avec le recul, n'avait aucun sens stratégique. Emily serrait les dents. Une douleur sourde traverse son torse, là où les souvenirs ne guérissent jamais. Elle passe devant une vitrine éteinte, un ancien pressing abandonné, et son reflet la surprend. Elle s'arrête une seconde. Regarde cette femme qu'elle reconnaît à peine. Pas de fusil, pas de radio. Juste une serveuse solitaire, qui rentre seule, tard dans la nuit. Mais sous cette image tremblante se cache encore la soldate. Toujours prête. Toujours alerte. Même si elle ne le veut plus. Elle reprend sa marche. Elle n'est plus qu'à 3 rues de chez elle. L'immeuble n'a rien de luxueux. Un bloc de béton beige, 3 étages, sans ascenseur, sans caméra. Mais c'est chez elle. Le seul endroit où elle peut relâcher ses épaules. Ou du moins essayer. Au coin de la 9e rue et de Maple Avenue, une camionnette noire surgit de l'obscurité, son moteur grognant brièvement avant de s'éteindre dans un hoquet métallique. Les phares restent allumés quelques secondes, découpant dans la brume nocturne la silhouette d'une femme seule sur le trottoir. La portière du conducteur s'ouvre d'un claquement sec. 3 hommes en descendent, capuche relevée, visage partiellement dissimulé par des bandanas usés. Derek, le plus âgé, cheveux gras sous une casquette retournée, les yeux froids et ricanants. À ses côtés, Tyson, nerveux, grand, les bras tatoués de symboles de gang, la main déjà glissée dans la poche intérieure de sa veste. Et Marco, plus trapu, plus silencieux, mais les yeux calculateurs. Il ne dit jamais grand-chose, mais il est souvent le plus dangereux. Ces types ne sont pas de simples voleurs à la sauvette. Ce sont des prédateurs de nuit. Ils vivent de l'intimidation, de la peur, de la certitude que personne n'ose riposter. « T'as vu la petite ?» glisse Derek, un sourire mauvais aux lèvres. Parfaite pour un portefeuille rapide. Emily, concentrée sur ses pas, n'entend que le froissement discret d'un manteau, puis une voix rauque, à quelques mètres derrière elle. « Et toi, laisse ton sac et reste tranquille. » Tyson vient de dégainer un couteau à lame crantée. Son ton est presque amusé, comme s'il avait déjà gagné.
Emily s'arrête. Elle se tourne lentement, sans geste brusque. Elle les regarde, un à un. Son visage est impassible, presque froid. Mais dans ses yeux, ce n'est pas de la peur. C'est du calcul. Il ne le voit pas. Il ne voit rien. Mais dans l'esprit d'Emily, les bruits de la ville disparaissent. Tout devient silence compressé, comme dans une bulle d'adrénaline familière. Elle n'est plus à Portland. Elle est à Nuristan, 6 ans plus tôt. Sur une crête balayée par le vent et la poussière, couchée à plat ventre dans la terre, son fusil M24 entre les mains. La radio grésille à son oreille. Carter, cible à 300 mètres, position surélevée, tu vois. Reçu. Je prends la respiration. JL a bloqué. J'aligne. Elle entend la voix de son sergent. Elle respire. Une fois. Et dans le présent, à Portland, elle passe à l'action. Sans un mot, sans un cri, elle frappe le poignet de Tyson d'un revers sec et chirurgical. Un clac net résonne dans la ruelle, le couteau tombe au sol. Avant qu'il ne comprenne, Emily pivote sur elle-même, utilise le momentum de son corps et frappe Tyson au plexus solaire du tranchant de sa paume. Il s'effondre, à genoux, à court de souffle. Derek tente de réagir, surpris. Il s'élance vers elle, mais il est mal coordonné, sûr de sa force mais lent. Emily attrape son col et l'utilise contre lui-même, le projetant violemment contre la porte métallique d'un immeuble. Le choc résonne dans tout le quartier. Derek s'écroule en gémissant, le souffle coupé, incapable de se relever. Marco, derrière, tire déjà une arme, un vieux revolver. Mais Emily a vu son mouvement dès le début. Elle fonce sur lui avant même qu'il ait aligné la mire. Son coude vient heurter son poignet avec une violence millimétrée. L'arme vole dans les airs et glisse sur le bitume. Marco tente de la frapper, mais Emily bloque, pivote, l'enroule dans une clé articulaire, lui tordant le bras jusqu'à ce qu'un craquement sec déchire la nuit. Ah! Le cri de Marco résonne, animal, douloureux. Il tombe à genoux, incapable de bouger. Emily recule lentement, les mains levées, ouvertes, en position de garde instinctive. Son souffle est calme, contrôlé. Elle regarde autour d'elle. Aucun témoin. Pas encore. Juste le vent et le clapotis de l'eau dans les caniveaux. Les 3 hommes sont au sol. Grognants. Hébétés. Vaincus. Elle les fixe encore une seconde. Son regard n'est pas de haine. Il est vide. Éteint. Lointain. Comme si ce n'était pas elle qui venait d'agir. Puis, sans un mot, elle tourne les talons et s'engouffre dans une ruelle. C'est pas rapide, mais jamais désordonné. Derrière elle, les 3 agresseurs n'ont toujours pas compris ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre. Ils ont attaqué la mauvaise femme. Le lendemain matin, la ville de Portland est secouée par une nouvelle peu ordinaire. Sur toutes les chaînes locales, dans les podcasts de crime, sur les forums de discussion et dans les journaux du matin, une vidéo de surveillance trouble les certitudes. Une jeune femme, seule, neutralise 3 hommes armés en moins de 30 secondes dans une ruelle du centre-ville. L'acte est rapide, chirurgical. Pas d'hésitation. Pas de cri. Les experts improvisés sur les réseaux sociaux parlent d'un fantôme militaire, d'une Black Widow moderne. Certains évoquent même une ancienne agent des forces spéciales. Mais personne ne sait qui elle est. Aucun nom. Aucun visage clairement identifiable. Seulement une silhouette encapuchonnée et des gestes trop précis pour être amateurs. À la brigade criminelle de Portland, le capitaine James Holloway, 57 ans, vétéran respecté des forces de l'ordre, visionne la vidéo dans son bureau baigné de lumière grise. Les mains croisées sous son menton, il ne dit rien pendant les 33 secondes de la scène. Puis il se lève, ferme la porte et murmure. Ce n'est pas une civile. Pas avec ces gestes-là. Holloway a combattu la corruption, résolu des affaires complexes, et vu passer assez de militaires en reconversion pour reconnaître les signes. Il ordonne à son équipe de ne rien divulguer à la presse. Il veut creuser discret. Il contacte un ancien ami au département de la Défense pour obtenir la liste des vétérans ayant récemment déménagé dans l'Oregon. Il envoie 2 enquêteurs interroger les commerçants autour du lieu de l'agression. Mais tout le monde semble avoir la mémoire courte, ou la peur au ventre. Pendant ce temps, Emily Carter tente de reprendre le fil de sa routine. Elle se lève tôt, prépare un café fade, enfile sa veste usée, et traverse les rues avec la même discrétion que d'habitude.
Au petit café de Hawthorne Street, elle sert les clients comme si rien ne s'était passé. Mais son esprit n'est plus là. Les gestes sont mécaniques. Les nuits sont sans sommeil. Des images de combats en Afghanistan remontent à la surface. Les tirs. Le sable. Les corps. Et la dernière fois qu'elle a vu Josh, son frère, juste avant qu'un tir ennemi ne lui arrache la vie. Elle pensait avoir enterré ce passé. C'est alors que son téléphone vibre. Un numéro inconnu. Elle hésite. Puis décroche. Emily. Ce est moi, Rachel Evans. Tu m'entends? Le coeur de Emily se serrait. Rachel était sa coéquipière lors de la mission de Ghazni. Elle a vu Emily au pire, et au plus grand de sa maîtrise. Je t'ai reconnu sur les images. T'es encore affûté, Carter. Emily reste silencieuse. Le pays a besoin de gens comme toi. Les choses vont mal. Il y a des programmes qui... Non, Rachel. J'ai donné. Je ne suis plus cette femme. Je veux juste qu'on me laisse tranquille. Rachel tente de la convaincre, mais Emily raccroche. Son ton était calme, mais quelque chose tremblait dans sa voix. Elle a peur, et elle est épuisée. Mais ce qu'Emily ignore, c'est qu'à quelques kilomètres de là, dans un restaurant italien privé aux vitres teintées, Vincent de Lucas, mafieux notoire, découvre que son petit frère Derek a été humilié en pleine rue. Derek est à l'hôpital, la mâchoire fracturée, le poignet en miettes. Il a raconté une version pathétique de l'histoire. Une folle lui aurait sauté dessus. Il n'a pas su expliquer comment. Mais Vincent, lui, comprend. Cette femme a envoyé un message. Et il n'aime pas les messages. Trouvez-la. Identifiez-la. Et amenez-la moi. Ces hommes passent les vidéos au peigne fin. Ils soudoient des commerçants, menacent les témoins. Un agent corrompu au sein du commissariat transmet discrètement des informations. Une silhouette féminine est repérée sortant d'un café dans le quartier du centre-ville. C'est là qu'il repère Megan, la collègue d'Emily. Même taille, même type de vêtements, même silhouette dans l'obscurité. Erreur fatale. Un soir, en quittant son service, Megan est attaquée. Pas tuée, mais sévèrement battue. Un message est laissé à côté d'elle, griffonné au couteau sur une plaque de bois. On t'a retrouvé. Tu vas payer. Quand Emily découvre ce qui est arrivé à Megan, un froid glacial traverse sa poitrine. La colère monte lentement, méthodiquement. Pas de cris. Pas de larmes. Le soir même, elle rentre chez elle, ferme les rideaux, verrouille les portes, et se dirige vers le fond du placard. Un vieux coffre métallique l'attend. Elle hésite un instant, puis saisit la clé attachée à une chaîne autour de son cou. Elle l'ouvre. À l'intérieur. Son uniforme, plié avec respect. Ses médailles, dont la Silver Star, jamais accrochée nulle part. Un fusil de précision M24, nettoyé, huilé, prêt à l'emploi. Et, glissé dans une pochette en cuir, une photo d'elle et de Josh, souriant, insouciant, avant l'enfer. Elle serre la photo dans ses mains. Elle pense à Megan, à Rachel, à ces hommes qui croient pouvoir semer la peur. À tous ceux qu'elle a vus tomber pendant qu'elle, la survivante, s'est effacée dans l'ombre. Emily fixe le miroir. Son regard n'est plus fuyant. Il est froid, déterminé. La soldate dort peut-être, mais elle n'est jamais morte. Elle murmure. Assez. Puis elle charge le fusil. Lentement. Précisément. Et cette fois, elle ne fuira pas. Emily avait passé la nuit à réfléchir, son regard fixé sur la vieille photo de Josh. La décision était prise. Plus question de se cacher, de fuir. La paix qu'elle cherchait n'existait pas tant que Vincent de Lucas et ses hommes rôdaient dans l'ombre de Portland. Le temps de l'inaction était terminé. Le lendemain, elle commença à enquêter discrètement. Chaque mouvement était calculé, chaque contact soigneusement choisi. Elle évitait les réseaux téléphoniques classiques, préférant les communications codées et les appels via applications sécurisées. L'entraînement militaire lui avait appris à se fondre dans le décor, à devenir presque invisible. Grâce à une combinaison de surveillance discrète et de piratage informatique, compétences affinées lors de ses missions, elle réussit à localiser un entrepôt en bordure de la ville, connu pour être un centre logistique du réseau de Lucas. De nuit, vêtue d'un manteau sombre et de gants tactiques, Emily s'infiltra dans la zone. Ses pas étaient silencieux,
précis. Chaque ombre, chaque bruit était analysé. À l'intérieur de l'entrepôt, l'odeur de graisse et de métal se mêlait à celle du carton humide. Elle trouva rapidement ce qu'elle cherchait, des caisses remplies d'armes illégales, fusils d'assaut, munitions, explosifs artisanaux. Son cœur battait calmement sous sa poitrine, son esprit méthodique prenait des photos, collectait des preuves. Elle transmit ensuite toutes les informations au capitaine Holloway, par un canal crypté qu'elle avait mis en place. Mais Emily savait que la justice officielle avançait au ralenti, parfois corrompue, souvent impuissante face au réseau mafieux. Elle décida d'envoyer un message clair. Une nuit, perchée sur le toit d'un immeuble en face d'un des repères de Vincent, Emily scruta les environs. Une caméra de sécurité, symbole de leur contrôle et de leur arrogance, semblait la défier. D'une précision redoutable, elle visa. Une balle unique, parfaitement placée, explosa la lentille. Le signal était clair, elle était là. Elle pouvait frapper à tout moment. Mais elle ne voulait pas tuer. Pas encore. La réponse de Vincent ne se fit pas attendre. Furieux, il déchaîna la chasse à l'homme la plus brutale qu'il avait jamais organisée. 5 de ses hommes les plus féroces, lourdement armés, furent envoyés à sa recherche, déterminés à l'éliminer. Emily sentit la pression monter. Elle s'était réfugiée dans un entrepôt désaffecté, un ancien site industriel qu'elle connaissait bien, un terrain d'entraînement qu'elle avait déjà utilisé pour garder la forme. Elle transforma les lieux en pièges. Les hommes entrèrent un par un, confiants, sûrs de leur supériorité numérique et de leur puissance de feu. Mais ils avaient sous-estimé Emily. Avec une maîtrise tactique impressionnante, elle utilisa chaque recoin de l'entrepôt à son avantage. Un cliquetis, un mouvement furtif, un coup précis dans un mur pour distraire, un silence pesant avant la frappe. Elle neutralisa ses assaillants un à un, sans les tuer, immobilisant, désarmant, maîtrisant avec ruse et calme glacial. Leur hurlement de douleur résonnait dans le bâtiment, mêlé à la tension électrique de la traque. Quand la police arriva enfin, alertée par Holloway grâce aux preuves qu'Emily lui avait envoyées, elle trouva 5 hommes ligotés, gémissant mais vivants, et l'entrepôt complètement vide. Emily avait disparu, emportée par la nuit, aussi silencieuse que l'ombre d'une étoile filante. Une semaine plus tard, au petit café où Rachel travaillait, elle reçut une enveloppe sans adresse, simplement marquée d'un prénom. À l'intérieur, une lettre, écrite d'une main ferme. « J'ai retrouvé qui j'étais. Mais ce monde n'est pas encore prêt pour nous. Continue le combat. Emily. » Rachel l'a relu plusieurs fois, ressentant à chaque mot la force et la détermination d'une femme prête à reprendre la guerre, mais à sa manière. Quelques mois plus tard, dans l'immense étendue poussiéreuse du Texas, la chaleur écrasante n'affectait en rien la rigueur de la base militaire de Fort Hood. Le bourdonnement lointain des hélicoptères et le claquement cadencé des bottes sur l'asphalte rythmaient la vie quotidienne. Mais au cœur de cette routine, une silhouette nouvelle attirait les regards sans vraiment s'imposer. Elle arriva un matin d'automne, enveloppée d'un manteau kaki sobre, son visage masqué par une casquette basse qui dissimulait ses traits au premier abord. Ses pas étaient mesurés, précis, presque silencieux. Elle portait sur elle cette aura particulière, faite d'une maîtrise intérieure et d'une retenue froide, qui imposait le respect sans qu'elle ait besoin de prononcer un mot. Les jeunes recrues, pleines d'enthousiasme et d'ambition, la regardaient passer dans les couloirs avec une curiosité mêlée d'admiration et d'un soupçon d'appréhension. Personne ne savait grand-chose d'elle, sinon qu'elle avait été envoyée là pour une mission particulière, former l'élite. On l'appelait déjà « Ghost », le fantôme. Ce surnom venait autant de sa capacité à se fondre dans le décor qu'à apparaître au moment où on l'attendait le moins, prête à corriger une erreur, à repousser une limite, à transmettre une discipline inébranlable. Ses entraînements étaient réputés impitoyables, précis, exigeants, mais d'une efficacité redoutable. Elle ne laissait rien au hasard, décryptant les faiblesses de chacun avec une acuité presque surhumaine, guidant chaque soldat vers son meilleur potentiel. Le registre officiel affichait son nom complet, mais pour beaucoup, Emily Carter était une énigme, un mythe moderne. Les questions sur son passé étaient fréquentes, mais elle ne répondait jamais, préférant se concentrer sur l'essentiel, le travail, la rigueur, la préparation. Seuls ceux qui avaient un accès privilégié savaient la vérité. Cette femme calme, mystérieuse, à la poigne de fer, était la même qui, quelques mois auparavant, avait défié la mafia de Lucas dans les rues de Portland, neutralisant 3 assaillants avec une maîtrise et un sang-froid qui dépassaient de loin les standards habituels. Dans cette base militaire, loin de la ville et des menaces immédiates, Emily tentait de reconstruire ce qui avait été brisé en elle.
Mais même dans ce nouveau rôle, une flamme brûlait, prête à se rallumer dès que l'occasion se présenterait. Elle était là, discrète mais déterminée. Prête à redevenir le fantôme que personne n'oublierait.